Jean Descartes, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous connaît comme l'historien des grandes dynasties. Vous êtes d'ailleurs ici aujourd'hui à Monaco pour parler des Grimaldi. Comment est-ce que justement vous avez souhaité aborder cette conférence et la famille des Grimaldi aujourd'hui? Eh bien, je pense que les Français, notamment, ont souvent une idée très fausse et très réduite de la principauté de Monaco et de sa dynastie princière, souveraine, qui m'intéresse beaucoup parce que d'abord, il y a une situation géographique formidable. Et c'est une aventure qui commence il y a plus de 700 ans. C'est la plus ancienne dynastie régnante d'Europe, à travers des aventures dignes d'Alexandre Dumas. Dès le début, l'arrivée des gens déguisés en moines sur le rocher, c'est assez romanesque. Bon. Euh, Toute l'Europe est passée par Monaco, sans parler bien sûr de l'Antiquité où les Romains avaient diagnostiqué un port en eau profonde, donc l'intérêt de la situation. On sait que Charles Quint, que Louis XIII, que Napoléon, que la Révolution, tout le monde s'intéressait à Monaco par sa situation géographique. Et je pense que c'est très vrai quand on se souvient de ce que dit Napoléon à ses maréchaux. Messieurs, il y a une chose qui ne change jamais en histoire, c'est la géographie. Et la situation de Monaco, dont la superficie s'est réduite après les accords sous le Second Empire français, est quand même extraordinaire. Alors ça, c'est un point formidable. Le deuxième aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment cette dynastie, cette principauté a été liée à la France de façon diverse et quelquefois de façon extraordinairement courageuse. Et je prends un exemple, j'ai découvert dans les archives que le prince Régnier III m'avait permis de consulter, comment le prince Albert Ier, l'inventeur du monde du silence, l'océanographe, avait pris fait et cause d'une façon extraordinairement brillante et visible pour le capitaine Dreyfus, certain qu'il n'était pas coupable. Et j'ai donc sorti cela des archives il y a quelque temps. On en a reparlé récemment à propos du film de Roman Polanski. Et c'est assez formidable parce que le prince est venu à Paris voir le président de la République, la troisième, un homme assez galant et mondain, Félix Faure, dans une journée qui est entre la tragédie et le vaudeville. Voilà, il y a beaucoup de choses. De penser aussi que, dépassant la politique, le futur prince Albert Ier était au pied de la tour Eiffel avec son monde du silence qu'il présentait pour le centenaire de la Révolution française. Donc des gens passionnants et bien entendu l'extraordinaire couple mythique du prince Régnier III et de la princesse Grace que j'ai eu la chance de connaître intimement en restant journaliste et en étant tout à fait libre d'écrire ce que je devais écrire, en m'amusant beaucoup. Et je n'oublierai jamais, notamment un dîner à Paris en 1977, chez une très proche de la princesse. Nous étions si couverts. François Truffaut voulait revoir la princesse qu'il avait aperçue pour parler de qui? D'Alfred Hitchcock. Nous sommes aujourd'hui 3 survivants de ce dîner, une personnalité monégasque, mon épouse et moi. Et nous avons raccompagné François Truffaut. Lui, il avait les yeux du loup de Tex Avery. Et il nous a dit cette très jolie chose en parlant de la princesse, qui était le charme, l'élégance et l'intelligence même. Elle est parfaite dans tous ses rôles. Et c'était vrai. Justement, vous avez mis très souvent en couverture les Grimaldi, que ce soit la dynastie en elle-même ou certains de ses princes et princesses. Comment est-ce que le public, à chaque fois, accueille ces livres-là? Est-ce qu'il y a plus de regain d'intérêt, plus de curiosité? Comment est-ce qu'ils sont vus? En Alors, dehors de Monaco, si justement. vous voulez, moi je suis parti d'un constat qui est une histoire de chiffres. Il y a plus de 900 personnes dans le monde qui vivent dans des États qui sont des monarchies constitutionnelles pour la plupart. Il y a quelques-unes absolues encore, que ce soit en Europe, bien sûr, en Afrique, en Asie. Il y a un empire, un seul aujourd'hui, l'empire du Japon. Et j'ai trouvé que l'Union européenne, assez technocratique, inhumaine, oubliait un certain nombre de personnages essentiels. Alors bien sûr, quelqu'un qui bat tous les records, c'est la reine Elisabeth II, 68 ans sur le trône, 93 ans, et elle est toujours gâtée en épisodes familiaux, comme je l'avais prévu et annoncé d'ailleurs et écrit.
avec une fermeté extraordinaire dans la façon dont elle a géré le départ, pour ne pas dire autre chose, de Meghan et Harry, en les appelant par leur prénom, en ne leur donnant plus leur titre. C'était le gant de velours, mais la main de fer. Bien. Et il y a des personnages très intéressants qu'on a oubliés, ou qu'on connaît mal, qui représentent la transition, la transmission de l'État, le roi Juan Carlos, que j'ai suivi en Espagne, les souverains des Pays-Bas. Et ceci est d'autant plus important que nous sommes à la veille d'un renouvellement dans ces pays, des têtes couronnées et une féminisation. En Belgique, il y aura la première reine régnante. Bon, même chose aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède. Bon, il y a des éléments importants. Et n'oublions pas qu'à Monaco, il n'y a jamais eu de loi salique et que les épouses des seigneurs de Monaco, avant d'être des princesses, et il y en a eu quelques-unes avec de forts caractères, étaient bien à leur place et tenaient bien leur gouvernement. Comment est-ce que vous décidez d'écrire sur, que ce soit un portrait ou plus largement une famille régnante? Quel est votre ordre de marche? Il y a deux choses. J'essaye d'être reçu en audience par les personnes concernées, et en général, ça se passe très bien. J'ai été reçu par la reine Margrethe de Danemark, qui est très impressionnante, est aussi grande que son père, près d'1,90 m. Et son chambellan vous dit, si ça se passe bien, vous pourrez vous asseoir, sinon vous restez debout. Fort heureusement, Sa Majesté m'a fait asseoir tout de suite. Bon. Elle est très drôle. Elle a traduit Simone de Beauvoir en danois, ce qui est quand même assez grandiose. Bon, les souverains belges pour lesquels j'ai une grande tendresse, parce que c'est une famille formidable qui tient le pays. L'union fait la force, c'est la devise de Belgique, mais c'est la couronne qui unit la Belgique dans toutes ses composantes. Et ensuite, les archives. Je travaille beaucoup et j'ai gardé, si vous voulez, ma méthode de journaliste en fouillant, en recoupant, en allant toujours sur place, toujours, et en me plongeant donc dans beaucoup de choses qui sont ressorties après la chute du communisme. C'est très intéressant, des archives sur le roi Michel de Roumanie, qui a régné 2 fois, ce qui est quand même une histoire étonnante, et que Staline voulait faire exécuter, l'Europe centrale, la Pologne, la Hongrie, l'ex-Tchécoslovaquie, la République tchèque et la Slovaquie, qui retrouvent leur passé. Il est important de noter que ces pays n'avaient pas subi un vandalisme des archives. Il y a eu des guerres civiles, des horreurs, bien entendu, mais on avait tout gardé comme en Russie, donc tout ressort. Et pendant 30 ans, j'ai été journaliste envoyé spécial dans tous ces pays, et j'ai accumulé beaucoup d'éléments de recherche. Et par exemple, la biographie que j'ai consacrée à Elisabeth d'Autriche, Sissi, est pleine d'éléments inédits trouvés en Hongrie, qui avaient été cachés, que j'ai fait traduire. Et le livre, c'est un sommet, va ressortir en Hongrie, parce que beaucoup de choses n'étaient pas connues des gens. Donc on avait tout gardé, comme en Russie, où on savait... on trouve les portraits, des familles qui aimaient beaucoup les photos, le cinéma, etc. Donc, ils sont très présentes. Alors, pour moi, c'est une Europe humaine. Merci beaucoup, Jean Descartes. Merci à vous. Tous ces magnifiques souvenirs. Merci. Merci beaucoup.